Les deux églises viennent avec une initiative et qui a ses objectifs. Les objectifs par rapport à nos préoccupations actuelles, la réunification du pays, la réconciliation du peuple congolais. Cela ne veut pas dire qu'on relativise l'agression. Cela ne veut pas dire que on déresponsabilise les individus. Je crois que notre initiative dans laquelle le dialogue politique n'est qu'une des étapes, l'espace qui peut aussi être le lieu de réponse à toutes ces préoccupations relevées par le président de la République sous forme de conditions. Je dirais que le chef de l'État est libre, c'est son droit de concevoir les choses comme il veut par rapport à ses objectifs. Alors, tout comme nous demanderons à ceux qui veulent bien prendre au sérieux les pasteurs des deux églises de respecter leur initiative, tout comme nous respectons le chef de l'État, mais nous restons dans notre posture pastorale et les églises ne s'aliéneront pas à une injonction politicienne. Ça, c'est au politique. Nous, on demeurera pasteur, quelles que soient les circonstances. Pasteur Eric, il y a évidemment donc cette question, le président qui évoque ces conditions, mais c'est juste quelques jours après que vous et CCCNCO, vous avez été reçu en Angola par le président Lourenço. Il en était quoi au juste à Luanda? Bon, l'invitation, d'abord, c'est l'invitation du président Lourenço, que nous avions déjà vu par ailleurs l'année passée, au mois d'avril, pour lui présenter l'initiative du pacte social pour la paix en RDC, dans les Grands Lacs, comme nous l'avons fait avec d'autres chefs d'État. Alors, précisément, il était question de relancer, selon ce qui nous avait été communiqué, le processus interne. Le président Lourenço nous avait fait comprendre que, au-delà, ou à l'instar des autres processus qui sont déjà menés, notamment Washington, Doha et l'initiative africaine, il était intéressé à l'initiative nationale à la suite des discussions qu'il avait déjà eues avec notre président de la République et d'autres chefs d'État de la région. Donc, on a vite compris que l'initiative nationale avait pris écho au niveau international, dans la mesure où, sans vouloir se substituer à la seule et unique initiative, mais compléter justement l'angle mort dans ces initiatives internationales ou régionales, notamment l'accord de Washington d'un côté et puis des Doha de l'autre. Donc concrètement, c'était ça. Et puis il nous a demandé, là où on était déjà arrivé, nous avons fait écho de la fameuse feuille de route qui avait déjà été élaborée conjointement avec l'équipe de la présidence de la République de notre pays et les autres confessions religieuses. Et à partir de là, on a discuté, il a partagé sa vision d'accompagnement du processus national et nous avons conclu par l'harmonisation d'un agenda qui devrait servir de soubassement pour le travail pour lequel il comptait vraiment s'engager. La suite, il a envoyé sa délégation à Kinshasa et donc je pense à notre niveau, notre responsabilité, c'était limité à ce niveau-là, partager l'expérience, travailler pour enrichir l'agenda de cet éventuel dialogue national sous l'accompagnement de l'Union africaine par les billets du président Lourenço. Et le reste, ça reste au niveau politique, donc ça, c'est pas à notre niveau. Monseigneur Donatien Cholé, on a donc bien compris que le président Tshisekedi veut un dialogue à sa taille. Quel rôle peut donc jouer le président Lourenço? Accueillir les dialogues, aider à l'organisation du dialogue ou autre chose? Bon, je me demande si je peux répondre à cette question dans la mesure où je ne connais pas ce que serait la réaction du président Lourenço qui
nous a dit qu'il avait déjà parlé 3 fois avec notre président et que se serait mis d'accord sur la nécessité d'un dialogue national. Lui a parlé du dialogue inclusif, c'est-à-dire même avec ceux qui n'ont pas pris, ont pris les armes. Le président exclut cela, si j'ai bien compris. Donc je ne sais pas comment le président Lourenço réagira à sa proposition. Donc je crois que il ne me revient pas de répondre à cette question. Pasteur Eric, un dialogue inclusif, selon vous, ça impliquerait réellement qui et pourquoi? Pas selon nous, mais selon... Bon, selon le pacte social. Non, j'en viens. Pas seulement selon nous. Je dois juste enrichir en disant, contrairement au début de l'année 2025, où nous étions presque les seuls à promouvoir l'idée d'un dialogue national inclusif, aujourd'hui, c'est un narratif qui a pris place à tous les niveaux et à tous les mécanismes internationaux. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit dans l'accord de Washington, c'est-à-dire dans la suite du processus de Washington comme celui d'Doha, c'est aujourd'hui accepté comme un consensus international et même un consensus national. Et donc, que cela apparaisse clairement dans la rhétorique ou dans la narration du président Tshisekedi, c'est déjà une évolution. Donc ici, je voudrais juste qu'on comprenne, ce n'est pas une demande expresse des églises qui est un dialogue inclusif, c'est un consensus national et international. Et puisque vous demandez quelle est la compréhension, pour nous, c'est avec tous les acteurs concernés ou impliqués dans les conflits. Dont ceux qui ont pris les armes. Dans ceux qui ont, comme ça, on l'a dit, c'est pourquoi nous sommes allés à Goma dès les débuts, parce que nous avons reconnu la responsabilité de ceux qui ont pris les armes, et tous les autres acteurs qui n'avaient pas pris les armes, nous les avons vus. Donc pour nous, l'inclusivité doit être le mécanisme qui arrive à résoudre les conflits. Mais est-ce que ça ne serait pas un mauvais exemple en se disant, puisque vous avez, pour avoir droit au chapitre et donc droit à la table du dialogue, prenez les armes? La question, c'est plutôt, à mon sens, comment ferions-nous pour arrêter la répétition des conflits armés au Congo? Oui, mais les dialogues précédents qui ont été organisés à la suite de conflits armés n'ont pas découragé les autres à prendre des armes. Par exemple, ceux qui ont pris les armes aujourd'hui. Le dialogue le plus important qu'on a eu dans l'histoire de notre pays, sans vouloir le rappeler, c'est celui de 2001 à 2024, Santiti. Et vous savez qu'à la suite de ces dialogues, il avait été mis en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment la commission Vérité et Réconciliation. J'entends souvent ces débats quand les gens estiment que les dialogues n'ont jamais résolu les conflits. C'est faux. Dans l'histoire des conflits au monde, même quand nous évoquons la question de justice transitionnelle, c'est un mécanisme post-conflit. Le problème, c'est quand il y a cessation des hostilités, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour garantir la non-répétition des crises? Oui, mais il y a la Constitution, il y a les élections. La Constitution, les élections ne sont pas des mécanismes. Ça, ce sont des fondements existentiels d'un État. Mais je parle dans l'histoire des conflits, nous avons des exemples concrets, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire, ici, même si le contexte n'est pas le même, pour ne pas vouloir citer les Rwandais, qui a aussi connu des conflits armés. Donc, dans le cas du Congo, parce que vous avez posé la question, pourquoi les dialogues n'ont pas résolu, la faiblesse, c'est pas les dialogues. Le dialogue est un cadre. Le dialogue est un mécanisme. La question, c'est comment nous assurons la continuation de mécanismes post-conflit. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher au dialogue de ne pas avoir résolu un conflit armé si les mécanismes mis en place pour garantir la non-répétition n'ont pas été consensuellement acceptés, n'ont pas été efficacement suivis par l'accompagnement international et n'ont pas bénéficié d'une appropriation nationale. Donc, au lieu de faire les procès au dialogue, il faut plutôt interroger la volonté collective dans l'efficacité de mécanismes post-conflit. Et si aujourd'hui, si vous le permettez, nous proposons l'initiative du pacte social. C'est pourquoi nous parlons du pacte social. Et mon collègue l'a dit, nous considérons le dialogue politique comme une des étapes
pas comme la solution, comme la finalité. Lorsque vous pensez que le dialogue politique est une finalité, alors nous allons nous arrêter sur le partage des postes, nous allons nous arrêter sur les consentements des belligérants. Mais lorsque vous faites le processus tel que nous l'avons proposé, c'est-à-dire nous dépassons le dialogue politique par d'autres mécanismes d'accompagnement des résolutions. Ouais, mais la Constitution encadre tout ça. La Constitution ne règle pas les questions des conflits armés. La Constitution pose l'agencement du pouvoir politique, encadre. On peut dire que ça règle parce que la Constitution interdit les recours aux armes. Mais justement, au fait, la Constitution, c'est la loi. La loi donne ce qui doit être. Mais un conflit est un fait qui apparaît, un phénomène dans la société. Je ne suis pas en train de dire que la Constitution ne prévoit pas le mécanisme d'éviter les conflits. D'ailleurs, elle proscrit les recours aux armes pour accéder au pouvoir. Mais ici, moi, je vois dans l'approche de l'analyse du conflit. Nous sommes déjà devant une situation de fait. Le conflit est là. La question, est-ce que c'est par les mécanismes constitutionnels qu'on pourra arrêter les conflits armés? Vous et moi, nous savons, non. Sinon, on ne parlerait pas du dialogue. Le fait même de parler du dialogue, c'est un recours extra-constitutionnel et même extra-institutionnel parce que la situation qui est là n'est pas gérée par le mécanisme constitutionnel. Monseigneur Donatien Cholet, inclusivité voudrait-elle dire primer ceux qui ont fait couler le sang des Congolais? En tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dans la mesure où dans l'esprit de notre initiative, il y a quand même des mécanismes qu'on peut mettre en place qui n'est pas une prime. Il y a plusieurs façons de responsabiliser quelqu'un. Si ce n'est pas ça, c'est-à-dire que ça se comprendrait si certaines personnes étaient exclues du dialogue à venir. Mais justement, le danger, c'est quoi si on devra considérer que ceux qui ont pris les armes... D'abord, il y a quelque chose à clarifier parce que au même moment, nous parlons de dialogue inclusif, mais pas avec la possibilité de dialogue inclusif, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Je ne sais pas si on considère ce qui se passe à Doha comme un aspect de ce dialogue ou pas. Donc là c'est quelque chose qu'à comprendre davantage. Peut-être que c'est moi qui interprète. Peut-être pour le président, ce dialogue se ferait en deux temps. Donc un temps avec ceux qui ont pris les armes, un temps avec... mais nous pensons que ce serait plus pratique pour des questions qui concernent tout le monde, que tout le monde se retrouve autour d'une table. Mais pour revenir à votre question, le fait de chercher à résoudre pacifiquement une crise ne veut pas dire primer, et surtout que on se retrouvera aussi dans le cas de responsabilité partagée, mais bien qu'à des degrés différents. J'insiste, à des degrés différents. Donc, et aussi, la facilitation, le dialogue, le médiateur n'impose pas. Okay. N'impose pas aux parties prenantes ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Donc, une autre façon de répondre à cette question, ça dépendra du consensus qu'aura trouvé les parties prenantes. Pasteur Eric Senga, en quelques lignes, comment envisagez-vous votre propre rôle par rapport à la nouvelle posture du président Tshisekedi? Premièrement, nous gardons le lien des discussions, ce qui est fait jusque-là. Deuxièmement, nous essayons de comprendre, parce que c'est ça aussi le rôle de la facilitation, les préoccupations posées par le président Tshisekedi et voir quelle serait la marge à dégager entre l'exercice de la légalité, de la souveraineté, parce que tout ce qu'il dit, c'est à quoi vous faites allusion, revient dans le principe de souveraineté, principe de légalité constitutionnelle, principe de l'autorité de l'État. Maintenant, face à la réalité et aux objectifs que nous voulons poursuivre, quelle serait la marge de manœuvre qu'on peut trouver
consensuellement avec lui-même, le président Tshisekedi, pour dire oui, nous sommes d'accord avec vous sur la notion de la légitimité, de la souveraineté, de la légalité constitutionnelle, enfin de la constitutionnalité, mais face à la réalité, donc on doit mettre fin à la guerre, on doit unifier le pays. Comment nous trouvons donc les marges nécessaires? Donc nous pensons que ça c'est une phase de discussion qui continue, pas seulement avec le président Tshisekedi, mais aussi avec d'autres parties prenantes. Pour nous, nous ne sommes pas dans une posture de frustration ou d'affront. C'est pas notre rôle. Nous sommes des facilitateurs. Nous avons pris une initiative qui, du reste, est pastorale. C'est tout à fait normal que chaque parti pose des postulats ou prenne des considérations parce que n'oubliez pas que, et ils sont politiques. Nous sommes religieux. Les intérêts politiques n'ont pas la même considération que les intérêts religieux ou alors les objectifs en tant qu'État. Monseigneur Donatien Cholet, en quelques lignes, est-ce que le prise de position publique de Monseigneur Donatien Cholet, du président Fulgence Mouteba, du président Bokondoa, du pasteur Eric Senga ne compromettent pas votre position ECC Senko en tant que médiateur? Ben, je ne crois pas si on a affaire aux gens de bonne volonté. Parce que, pour ne parler que de moi, comme le révérend Eric, nous ne sommes que des porte-parole de nos institutions. Et jamais, à ce que je sache, aussi du côté des protestants, que nos institutions, c'est au nom de qui nous parlons, nous ont reproché de dire autre chose qui n'est pas leur pensée. Donc, ce que nous disons, c'est peut-être avec notre tonalité, avec le vocabulaire, mais c'est la pensée des évêques, la SENCO, c'est tous les évêques membres de la SENCO, le pasteur et le comité exécutif protestant. Et les soucis des pasteurs, c'est justement exprimé dans cette initiative, c'est la consolidation de la paix et de bien vivre ensemble. Oui, alors maintenant, la compromission, c'est quoi? Il y a une tendance qui fait beaucoup de bruit, même si elle n'est pas majoritaire, qui pense que la solution doit être nécessairement comme elle voit les choses. Oui, on vous reproche par exemple de n'avoir jamais nommé l'agresseur, le Rwanda. Ça, c'est une discrétion. Vous êtes journaliste, vraiment une diversion, je dirais même. Parce que vous savez que et les textes sont là. C'est depuis un certain temps, depuis des années, du côté de la SENCO, depuis quelques temps aussi du côté de l'ECC, où on a dénoncé ce qui a dénoncé. On a même travaillé avec les gouvernants, les deux églises ensemble, pour faire des plaidoyers au niveau international contre l'agression rwandaise, si vous voulez. C'était à ce thème-là qu'on a parlé. Mais le résultat, c'est quoi? On s'est retrouvé devant une réalité. Il dit, mais faisons autre chose. Mais les pasteurs réfléchissent. Donc, ce qu'ils nous demandent de faire maintenant, c'est ce que nous avons déjà fait avec les résultats que nous avons maintenant. Donc, je crois que il faudra laisser aux pasteurs cette latitude de puiser dans leur sagesse d'autres voies de solutions pour essayer d'évoluer, sinon on tourne en rond. Les gens meurent. Pasteur Eric, pour Kinshasa, donc pour les autorités, la crise actuelle, elle est à 100% sécuritaire parce que un pays, le Rwanda, a agressé la RDC. Non. Et ils estiment qu'il n'y a pas, les autorités, elles estiment qu'il n'y a pas de revendication de crise politique proprement dite. Bon, c'est comme mon collègue l'a dit, hein. Vous savez, dans l'histoire des crises, je reviens toujours là dans l'histoire des conflits, surtout armés, chaque acteur dans chaque situation peut avoir sa lecture. C'est tout à fait légitime que les pouvoirs, notre gouvernement central, aient la lecture sur l'aspect sécuritaire, ce qui n'est pas faux, ce qui est fondamental. Je pense que c'est tout à fait légitime que le gouvernement central, qui a l'obligation de protéger la population, d'assurer l'autorité de l'État, la souveraineté nationale, considère la crise sous son angle sécuritaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas à dramatiser. Par contre, dans l'évolution et dans la dynamique des choses aujourd'hui, il est clairement établi
que cette crise sécuritaire a des ramifications. On peut considérer l'aspect sécuritaire comme l'aspect visible du conflit. Mais nous savons que les causes qui alimentent cette crise ou ces conflits jusqu'à sa dimension militaire ou sécuritaire trouvent des ramifications dans d'autres aspects des choses. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas scandaleux d'écouter que le gouvernement de la République considère la crise sous le prisme sécuritaire. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas non plus scandaleux que l'on considère d'autres acteurs dans la crise qui ont pris les armes ou qui n'ont pas pris les armes, considérer d'autres aspects qui, selon eux, seraient en train d'alimenter la crise. Avant-dernière question, Monseigneur Cholet, on vous accuse d'être assez trop dur vis-à-vis du président Tshisekedi ou de son régime par rapport au Rwanda qui agresse les pays, la RDC. Bon, je crois que c'est à vous de m'aider peut-être à comprendre en quoi est-ce que je suis, nous sommes durs. Je crois que... trop critique, vous tapez trop sur le régime. La faute, c'est toujours le régime. Je crois alors que vous n'avez jamais nommé l'agresseur. C'est cette attitude-là que le régime a toujours applaudi quand il était dans l'opposition. Ça, je crois que c'est une vérité que personne... Donc ça signifie que les églises, nous n'avons pas changé d'attitude parce que c'est le président Tshisekedi qui est là. C'est nous faisons exactement ce qu'on a fait, on aura fait, même si c'était notre président. Je crois que ça doit être clair. Donc, il ne s'agit pas d'un acharnement contre le président Tshisekedi. Je crois que le plus grand souci, c'est-à-dire nous risquons, parfois je ris, à entendre les uns les autres parler, nous avons les mêmes objectifs. Nous voulons attendre le même résultat. Le résultat ici, c'est la souveraineté du pays. Le résultat ici, c'est l'unification de la nation. Alors, nous, du point de vue pastoral, cette réunification du pays, nous ne la concevons pas en dehors d'un dialogue inclusif. Je vous donne un exemple simple. Maintenant, une bonne partie du pays est hors contrôle du pouvoir. Ça c'est un problème que nous voulons résoudre. Et nous pensons que ça peut être résolu dans ce dialogue. Alors, si nous dialoguons sans cela, pour être concret, l'accord de Washington demande le retrait de OM23 de reculer pour garder les positions qu'ils avaient... les positions initiales. Oui, avant l'accord. D'accord. Et entre-temps, nous dialoguons sans cela. Plus le temps passe, plus ceux-là garderont. Je crois que beaucoup de Congolais sont discrets là-dessus. Plus ils garderont ces positions, plus il deviendra difficile, donc ils s'enracineront, plus ça sera difficile de réunifier le pays. Pasteur Eric Senga, cette dernière question, mais ça sera aussi posé à l'abbé Donatien Cholet. Pourquoi émettez-vous des critiques contre les deals avec les Américains, alors que l'objectif est effectivement de mettre un terme aux tueries et assurer la traçabilité des chaînes d'approvisionnement? Non, je pense que dans toutes nos communications, vous avez suivi, en tout cas, je n'ai pas de communication officielle, nous avons salué les efforts diplomatiques, que ce soit du côté SENCO-SCC, et même dans le cadre de l'initiative du pacte, nous avons salué les initiatives, les efforts diplomatiques et même l'accord. Par ailleurs, qu'il y ait un aspect de commentaires, d'analyse, parce que nous sommes intellectuels. Donc, vous n'allez pas priver à un intellectuel la liberté de réfléchir. Donc, je pense qu'il faut faire peut-être la nuance entre ce qui est le point de vue officiel de nos institutions lorsque nous prenons position par rapport à une situation et ce qui relève d'une analyse, moi, en tant qu'intellectuel. Donc, du coup, le point de vue de vos institutions, c'est que vous apportez votre soutien au deal Kinshasa-Washington. Je pense qu'il faut clarifier les choses en termes de rôle. Donc, jusque-là, nous n'avons jamais été contre les efforts diplomatiques ou même la collaboration avec les États-Unis. Par ailleurs, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires, d'analyses ou des contextes qui ont favorisé. Peut-être que vous prenez les discours qui sont officiels.
Mais vous savez qu'à l'interne, nos structures réfléchissent, par exemple, sur la faisabilité, l'accompagnement des mises en œuvre de ces accords. Donc, ça, c'est notre rôle de tous les temps. Ce n'est pas le premier accord qui soit analysé. D'ailleurs, si on avait eu la grâce d'avoir un débat parlementaire autour de ces accords, on n'aurait pas eu tous ces bruits. Imaginez-vous que si ces mêmes critiques ont été formulées au Parlement, parce que les parlementaires, avant de ratifier, doivent avoir la liberté d'ouvrir un débat général. Un accord, lorsqu'il est soumis aux discussions rationnelles et institutionnelles, il fait l'objet d'analyses, de critiques constructives. Donc, je pense qu'on dramatise trop les choses. C'est vrai, ça rentre dans un contexte de conflit et ça alimente une communication de crise, mais fondamentalement, les églises n'ont jamais été contre la démarche qui est faite pour l'intérêt du pays. Monseigneur Donatien Cholet, en quoi les accords économiques signés entre Kinshasa et Washington, et même sécuritaires, sont contre-productifs par rapport au Congo? Vous me faites affirmer ce que je n'ai pas affirmé d'abord. C'est vous qui le dites, pas moi. Je commencerai par dire, tout accord n'est pas un évangile auquel, après avoir écouté, je dis Amen. Il en est de même pour l'accord de Washington. Comme a dit le révérend Eric, en ce qui concerne la SENCO, je crois que dans le dernier message de la plénière, ils ont évoqué cet accord. Je n'ai pas le terme, mais c'est pour dire que c'était un pas dans la bonne direction. Mais ce n'est pas de l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à critiquer là-dedans. Cela n'exclut pas qu'un membre de la SENCO, dans un contexte donné, puisse critiquer un aspect de ces accords. Voilà, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et entre-temps, avez-vous, Monseigneur Donatien Cholet, en tout cas pour les églises, je vais dire un deadline pour la tenue de ces dialogues par rapport notamment aux échéances futures? Je parle ici des élections. En tout cas, c'est une extrême nécessité le plus tôt possible pour plusieurs raisons, parce que le cessez-le-feu que le désaccord nous aiderait à avoir ne sera profitable au peuple congolais que si ce temps est mis à profit pour résoudre tous les problèmes. Plus le cessez-le-feu dure, plus ceux qui gèrent les zones occupées en auront l'avantage. Il y a aussi la donne électorale. Donc il y a beaucoup de questions sur lesquelles on devrait se mettre d'accord. L'organisation de la CENI, des élections, toutes les questions que vous pouvez évoquer. Parce que si on ne fait pas les choses à temps, je crains que ce soit ça, plus on le retarde, plus ça deviendra compliqué. Pasteur Eric, ça sera la dernière question aussi pour vous. Peut-on dire que vous craignez pour les élections 2028 par rapport au fait qu'on est déjà en 2026, mais il n'y a il n'y a pas de signaux? Oui, disons que techniquement, d'après notre système électoral, qui est parmi les meilleurs sur le plan technique, je vais le dire comme ça, nous avons déjà accumulé beaucoup de retard. Et normalement, les choses devraient commencer au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau du Parlement, qui, à ces jours, devrait déjà auditionner les rapports finaux du cycle antérieur et formuler ou dégager des options nécessaires en termes soit des réformes, soit d'orientation. Et cela débouche souvent sur quelques, je vais dire, considérations, entre autres la mise en place d'une équipe de CENI, la publication du calendrier électoral. Parce qu'en fait, les dangers, c'est que le calendrier électoral ne doit pas subir les pressions ou les considérations politiques. C'est vrai, il doit être encadré par des options politiques, mais il faut que le calendrier électoral reste purement technique. Je me rappelle qu'il y a, je crois l'année passée, l'actuelle équipe de CENI avait publié une sorte de feuille de route pour le cycle prochain, parce qu'il faut séparer la technique de la politique.
Les élections ont ces doubles dimensions, une dimension technique et une dimension politique. Donc, on ne devait pas retarder la dimension technique des élections, comme je l'ai dit. On devrait déjà avoir l'idée d'une feuille de route qui ferait l'objet de grandes discussions, ou alors déjà commencer à penser à un calendrier électoral, mais ce n'est pas fait, parce que au niveau institutionnel, notamment le Parlement, pour le dire mieux, l'Assemblée nationale n'a pas encore engagé ces débats en son sein. Donc voilà, tout ça, ça nous préoccupe, et c'est ce qui renforce encore l'idée de ces dimensions de la crise, pour ne pas parler des conflits. C'est vrai, les conflits peuvent être armés comme on les reconnaît, mais la crise, elle, n'est pas que au niveau politique, mais aussi il y a la crise au niveau du processus démocratique, qui est un processus cyclique, qui ne doit pas connaître des retards ou des difficultés. Et là, on est en train de mettre le processus démocratique ou le processus électoral en difficulté, parce que c'est un processus cyclique et constitutionnellement garanti. Et peu importe la situation, monseigneur Donatien Cholet, les élections de 2028 doivent être organisées. Ben, je répondrai en disant que nous travaillons, notre initiative s'inscrit dans la perspective du respect de l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse moko na Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. Toko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne il y a une semaine. Tozali na campagne il y a un mois. Tozali pe na campagne ya jour moko. Tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso. Kobanga lisusu tozali na business na yo. Kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te. To pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te. Non, avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki pe sa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko. Kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.